En Angleterre, les albums ont commencé à être la chose intéressante. Bienvenue sur la chaîne Icônes et Silence, le lieu où nous écoutons les échos du passé pour comprendre les cicatrices cachées derrière la gloire. Imaginez un instant la chaleur écrasante d'un après-midi d'été, le 13 août 1998, dans la région paisible du Quercy, au sud de la France. Le soleil inonde les champs de blé d'une lumière dorée, créant un paysage presque irréel qui rappelle les toiles de Van Gogh ou les mélodies douces de la chanson Le Sud. C'est dans ce décor idyllique que se joue l'acte final d'une tragédie humaine bouleversante. Nino Ferrer, alors âgé de 64 ans, ajuste son célèbre chapeau de paille sur sa tête et se tourne vers Kinou, la femme qui partage sa vie et son cœur depuis tant d'années. D'une voix calme, il lui dit simplement qu'il sort faire une promenade vers les champs de blé. C'était une phrase banale, une scène de la vie quotidienne, mais c'était en réalité le dernier mensonge de sa vie. Un mensonge déchirant prononcé non pas pour tromper, mais pour protéger celle qu'il aimait de l'horreur de ses intentions. Nino savait, au fond de lui, qu'il ne reviendrait jamais de cette promenade. Quelques instants plus tard, le silence de la campagne est brisé par un bruit sourd qui marque la fin du voyage pour cet artiste tourmenté. Lorsque l'on retrouve son corps au milieu des épis de blé, on découvre une lettre laissée à l'intention de Kinou, une lettre qui ne contenait ni révélation scandaleuse sur le show business, ni règlement de comptes amers. Cette dernière missive révélait simplement la détresse absolue d'un homme qui, malgré son âge, se sentait comme un enfant perdu. La mort de sa mère, Mounette, survenue seulement quelques mois plus tôt, avait creusé en lui un vide abyssal qu'aucun succès ni aucun amour ne pouvait combler. Il se sentait désormais orphelin, désarmé face à l'existence, et avait choisi de partir pour la rejoindre. La France entière est alors sous le choc, incapable de comprendre comment l'homme qui avait fait danser toute une génération avec des tubes joyeux comme Mirza ou le Téléphone pouvait porter en lui une telle noirceur. Comment ce symbole de la joie de vivre et de la désinvolture a-t-il pu choisir une fin aussi solitaire au cœur de l'été? Pourtant, ce geste fatal n'était pas un coup de folie soudain, mais l'aboutissement d'une lente érosion de l'âme. Si l'on regarde attentivement, on comprend que ce drame ne s'est pas joué ce jour-là, mais qu'il a commencé 30 ans plus tôt, au moment précis où le piège de la célébrité s'est refermé sur lui, car derrière les rires du public se cachait un malentendu cruel, une sorte de contrat invisible signé avec le diable de la renommée que Nino Ferrer n'a jamais pu résilier. Pour saisir l'ampleur du gouffre qui s'est ouvert sous les pieds de Nino Ferrer ce jour d'été 1998, il faut remonter le temps 30 ans en arrière, vers une époque où la France avait soif de légèreté et de renouveau. Nous sommes au milieu des années 60, une période effervescente où la jeunesse prend le pouvoir et où les ondes radio crépitent d'une énergie nouvelle. C'est dans ce contexte d'euphorie nationale que Nino Ferrer, un dandy italo-français à l'élégance nonchalante, va littéralement exploser aux yeux du grand public. Tout commence véritablement en 1965 avec une chanson née presque par hasard dans une boîte de nuit. Un morceau qui allait devenir l'hymne de toute une génération. Ce morceau, c'est Mirza. Dès les premières notes de basse, frénétique et irrésistible, la France entière est conquise. On n'avait jamais entendu un tel son dans l'Hexagone. Ce n'était pas de la simple variété, c'était du rhythm and blues brut, puissant, inspiré des géants américains comme Otis Redding ou James Brown, que Nino vénérait par-dessus tout. Avec sa voix rocailleuse et son orgue Hammond, il apportait une couleur soul inédite à la musique française. Le succès est foudroyant, immédiat et total. Du jour au lendemain, Nino Ferrer passe de l'ombre des clubs de jazz à la lumière aveuglante des projecteurs. Les tubes s'enchaînent alors à une vitesse vertigineuse, confirmant son statut d'icône. Après Mirza, il y a eu Les Cornichons, une pique satirique sur les pique-niques bourgeois qui fait rire la France entière. Puis Le Téléphone et encore Oh et un bon. Chaque sortie de disque est un événement, chaque apparition télévisée est un triomphe.
À cette époque, Nino Ferrer est partout. Il incarne une forme de liberté absolue, un mélange de séduction et de folie douce qui fascine les foules. Pour le public français de l'après-guerre, il est le remède idéal à la morosité, un amuseur public génial qui ne se prend pas au sérieux. Les salles de concert sont combles, les fans hurlent son nom et l'argent commence à couler à flot. Il devient l'image même du succès, le symbole d'une réussite éclatante que beaucoup envient, mais c'est précisément ici, au sommet de cette gloire apparente, que se noue le drame invisible qui le rongera jusqu'à la fin, car il y a un décalage immense, un fossé infranchissable entre ce que Nino Ferrer offre et ce que le public reçoit. Lui se voit comme un musicien exigeant, un puriste du jazz et du blues qui soigne chaque arrangement avec une précision maniaque. Il veut être reconnu pour la qualité de ses compositions, pour la richesse de ses harmonies, mais le public, lui, ne voit que le clown. La France rit de ses paroles, s'amuse de ses mimiques et classe ses chefs-d'œuvre de groove dans la catégorie des chansons rigolotes. C'est un malentendu terrible. Nino voulait être le Ray Charles français, mais l'industrie du disque et les médias l'ont couronné roi des pitres. Il sourit devant les caméras, il joue le jeu, mais à l'intérieur, une frustration sourde commence à grandir. Il ne sait pas encore que ce succès phénoménal est en train de devenir une prison dorée dont il ne trouvera jamais la clé. Alors que les applaudissements résonnent encore, les premiers barreaux de sa cellule sont déjà en train d'être posés par ceux-là même qui prétendent faire sa fortune. Tandis que la France danse et s'amuse sur ses rythmes endiablés, dans les coulisses, l'ambiance est tout autre, beaucoup plus sombre et suffocante. Nino Ferrer commence à réaliser que le succès a un prix exorbitant, celui de sa propre liberté artistique. Il se retrouve pris au piège dans ce que l'on pourrait appeler l'écurie Barclay, une machine industrielle redoutable dirigée par le célèbre Eddie Barclay, qui traite ses chanteurs comme des chevaux de course. Pour l'industrie du disque de l'époque, Nino n'est pas un être humain avec des états d'âme ou des aspirations complexes. Il est avant tout un produit, une marque rentable qu'il faut exploiter jusqu'à la dernière goutte. Les producteurs ne veulent pas entendre parler de ses ambitions de jazzman ou de ses textes poétiques. Ils veulent un autre Mirza, un autre Téléphone. Encore et encore, ils exigent qu'il soit drôle, qu'il soit léger, qu'il fasse le clown sur commande, car c'est cela qui fait vendre des disques par millions. C'est une véritable torture psychologique pour cet homme cultivé et hypersensible. Imaginez la douleur de devoir monter sur scène soir après soir pour chanter des chansons que l'on finit par détester. Le titre « Les Cornichons », par exemple, devient pour lui le symbole de cette humiliation. Ce qui n'était au départ qu'une blague de studio se transforme en un boulet qu'il doit traîner partout. Le public, dans son immense affection maladroite, l'enferme dans ce rôle d'amuseur public. Ignorant qu'à chaque fois qu'il rit, il plante une épine de plus dans le cœur de l'artiste. Nino se sent incompris, humilié par une industrie qui refuse de voir la profondeur de son talent. Il a l'impression de prostituer son art pour satisfaire des impératifs commerciaux qui le dégoûtent. Les tournées s'enchaînent à un rythme infernal, ne lui laissant aucun répit pour vivre, pour aimer ou simplement pour respirer. Il est entouré d'une cour de flatteurs et de parasites qui profitent de sa générosité, mais il se sent terriblement seul. La richesse et la célébrité, qui semblaient être des bénédictions, se révèlent être des chaînes invisibles. Il n'a plus le droit à l'erreur, plus le droit à la tristesse. Il doit porter ce masque souriant en permanence, même quand il a envie de hurler. Cette pression constante commence à fissurer son armure. Il devient irritable, colérique. Ses relations avec le milieu du show business se tendent de plus en plus. Il réalise avec effroi qu'il est en train de perdre le contrôle de sa propre vie, qu'il est devenu l'esclave de sa propre caricature. Mais un homme, aussi talentueux soit-il, ne peut pas porter un masque éternellement sans finir par se briser. Le point de rupture était inévitable et il allait survenir d'une manière que personne n'avait vu venir, changeant à jamais le cours de son destin.
Face à cette mascarade qui lui devenait insupportable, Nino Ferrer pose un geste définitif, un acte de rupture violent avec le monde superficiel du show business parisien. Au milieu des années 70, il décide de tout quitter, claquant la porte au nez des producteurs et des médias qu'il avait pourtant portés au nu. Il tourne le dos aux paillettes, aux plateaux de télévision et aux soirées mondaines pour se réfugier dans le Lot, au cœur de cette région sauvage et aride du Quercy. Il achète une propriété qui ressemble à son état d'esprit, la Taillade. Ce n'est pas une simple maison de campagne, c'est une immense bâtisse austère, une sorte de forteresse médiévale qu'il va entreprendre de restaurer de ses propres mains, pierre par pierre. C'est ici, loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs, qu'il espère enfin trouver la paix et la liberté de créer la musique complexe et ambitieuse qu'il porte en lui. Pour l'industrie du disque, ce départ précipité ressemble à un suicide commercial, une folie incompréhensible de la part d'une star au sommet, on le dit capricieux, difficile, ingérable. Les rumeurs circulent, disant que Nino Ferrer est devenu fou, qu'il vit comme un ermite paranoïaque entouré de ses chiens et de ses chevaux. Mais c'est pourtant là, dans cet exil volontaire, qu'il va composer son chef-d'œuvre absolu, la chanson qui va paradoxalement le rendre immortel tout en scellant son malheur, le Sud. Conçue à l'origine comme une ballade en anglais inspirée par la Nouvelle-Calédonie et l'Italie de son enfance, elle devient une fois traduite en français l'hymne mélancolique de toute une nation. L'ironie du sort est cruelle, presque sadique, et Nino voulait prouver au monde qu'il était un grand musicien de rock progressif, un artiste sérieux capable de rivaliser avec les groupes anglais, mais le public ne retient encore une fois qu'une mélodie douce pour l'été. Le succès du Sud est colossal, écrasant. Il étouffe littéralement tous ses autres albums, tous ses efforts pour se réinventer. Au lieu de le libérer, ce triomphe l'enferme davantage et il devient pour l'éternité l'homme du Sud. Une étiquette réductrice qui le rend amer. Dans sa forteresse de la Taillade, la solitude se fait plus pesante. Il se sent abandonné par le milieu artistique qui ignore ses peintures et ses nouveaux disques. Le considérant comme une relique du passé, les années passent et le fossé se creuse. L'artiste incompris s'isole de plus en plus, ressassant ses blessures et ses rancœurs contre un système qui a consommé son talent sans jamais vraiment l'écouter. Il ne savait pas encore que le coup de grâce viendrait non pas de la musique, mais de la perte de son encre la plus solide. L'été 1998 s'abat sur le Quercy avec une chaleur lourde, presque étouffante, mais pour Nino Ferrer, le monde est devenu froid et gris, le véritable point de bascule. Le moment où l'armure se brise définitivement survient au début de l'été avec la mort de Mounette, sa mère. Pour cet homme de 63 ans, Mounette n'était pas seulement une mère, elle était son ancre, sa confidente, la seule personne qui le voyait tel qu'il était vraiment. Loin du masque de la vedette, avec sa disparition, Nino perd son statut d'adulte pour redevenir brutalement un enfant orphelin, perdu dans un monde trop vaste et trop cruel. Il confie à ses proches qu'il se sent vidé, inutile, comme un arbre dont on aurait coupé les racines. La dépression, cette ombre familière qui le suivait depuis des années, l'engloutit alors tout entier. Il ne peut plus peindre, il ne peut plus composer, il ne peut plus faire semblant. Le 13 août, 2 jours avant son 64e anniversaire, Nino prend sa décision. C'est un acte de rébellion ultime, une façon de reprendre le contrôle sur un destin qui lui échappe. Ce jour-là, il déjeune avec sa femme Kinou dans une apparente normalité qui rend la suite des événements encore plus tragiques. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il joue une dernière fois le rôle de l'homme serein, puis vient ce moment fatidique, celui du mensonge par amour dont nous parlions au début. Il met son chapeau, prend son fusil de chasse qu'il prétend vouloir vérifier et lance cette phrase terrible de banalité « Je vais faire un tour dans le champ de blé » qui nous le regarde partir sans savoir qu'elle voit la silhouette de son mari pour la dernière fois. Dans sa poche, la lettre qu'il laisse est le véritable testament de son âme. Il y brise le silence, non pas pour accuser des individus, mais pour nommer les véritables coupables de son geste, l'insupportable solitude,
La déchéance physique qu'il refuse et surtout l'impossibilité de vivre sans le regard bienveillant de sa mère, en choisissant de mourir au milieu des blés, comme dans un tableau qu'il aurait pu peindre. Nino Ferrer adresse un message cinglant à cette industrie du divertissement qui voulait le voir éternellement jeune et drôle. Son suicide est un cri assourdissant. Il semble dire au monde « Vous vouliez le clown ?» Mais le clown est triste et il tire sa révérence. Le coup de feu qui retentit ce jour-là ne tue pas seulement un homme, il fracasse l'image publique factice pour révéler enfin la vérité nue et tragique de l'artiste. À cet instant précis, au milieu des épis dorés, Nino Ferrer n'est plus le chanteur de Mirza, il redevient enfin lui-même tragique et souverain, imposant au monde entier de respecter son silence et sa douleur. L'écho de ce coup de feu dans la campagne du Quercy résonne encore aujourd'hui, non pas seulement comme une note finale tragique, mais comme un avertissement éternel pour nous tous. L'histoire de Nino Ferrer est bien plus qu'un fait divers, elle agit comme un miroir tendu vers notre propre société et sa soif insatiable de divertissement. Elle nous force à nous poser des questions inconfortables sur la manière dont nous consommons les artistes. Pourquoi préférons-nous souvent le mensonge confortable de l'idole souriante à la vérité complexe de l'homme? Nous avons dansé sur ses douleurs, nous avons ri de ses cris déguisés en refrains et nous avons laissé la solitude le dévorer sous les projecteurs. Nino Ferrer a payé le prix fort de ce malentendu, prouvant cruellement que la gloire ne protège de rien et surtout pas du chagrin d'être orphelin ou de la détresse de ne pas être compris. Aujourd'hui, lorsque les premières notes du Sud s'élèvent à la radio, elles ont une toute autre saveur. Ce n'est plus seulement une chanson d'été insouciante, c'est le testament d'une âme qui cherchait désespérément un endroit où le temps dure longtemps, un refuge contre la brutalité du monde moderne. Sa vie et sa mort nous rappellent qu'il faut écouter ceux qui nous entourent avant que le silence ne devienne définitif. Derrière chaque masque de clown, derrière chaque paillette du show business, il y a souvent un cœur qui saigne et qui attend simplement un peu de véritable compassion. Nino Ferrer a finalement trouvé la paix qu'il cherchait tant, là-bas, au milieu des blés dorés, loin des applaudissements factices et des contrats oppressants. Il ne nous demande pas notre pitié, ni notre jugement, il nous demande seulement, à travers l'héritage qu'il nous laisse, de prêter une oreille plus attentive au silence entre les notes. En racontant son histoire, nous ne faisons pas que raviver le souvenir d'une star déchue, nous honorons la mémoire d'un homme sensible qui voulait simplement être aimé pour ce qu'il était et non pour ce qu'on voulait qu'il soit, que son âme repose enfin dans ce sud éternel et que nous, en tant que public, apprenions à écouter avec le cœur. Merci de nous avoir rejoints sur Icône et Silence. Et n'oubliez jamais que derrière chaque icône, il y a un être humain qui espère être entendu.